Bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus. Installez-vous confortablement avec une tasse de thé, car aujourd'hui je vous emmène à Londres. Après notre aventure à la Tour Eiffel, Max et moi reprîmes notre vie normale au haras et au château, mais le train-train fut de courte durée, puisque Lord Cavendish, un aristocrate anglais auquel Max vendait et achetait des chevaux, nous invita à Londres juste avant Noël, car il voulait absolument l'avis de Max sur plusieurs de ses jeunes pur-sang. Nous étions donc attendus 2 semaines plus tard dans sa maison située dans le très chic quartier de Belgravia et, honneur suprême, Lord et Lady Cavendish voulaient absolument nous présenter au roi George V, féru de chevaux, et à sa femme Mary, passionnée de culture française. Nous étions donc conviés à un grand dîner à Buckingham Palace le lendemain de notre arrivée. Il fut décidé, comme Max me l'avait promis, que nous emmènerions Flora avec nous cette fois-ci, ainsi que Marie-Antoinette, mon ancienne nourrice, qui avait toujours bon pied bon œil et tenait à ma fille précisément comme à la prunelle de ses yeux. J'étais déjà allée à Londres une fois vers l'âge de 12 ans avec mes parents et j'avais adoré cette ville et son énergie. J'étais donc ravie d'y retourner et, je dois dire, assez excitée de découvrir Buckingham Palace de l'intérieur et d'être présentée au roi et à la reine. Je prévins Claudine de notre futur voyage et elle me dit que, chose incroyable, Agatha Christie, avec laquelle elle était restée en contact épistolaire depuis qu'elle avait rencontré au château quelques années auparavant, l'invitait à venir la voir en Angleterre quand elle voulait et qu'elle aimerait lui faire découvrir Londres au moment des fêtes de Noël. Claudine sauta donc sur l'occasion et en quelques jours, tout fut réglé. Agatha quitterait sa campagne anglaise pour accueillir Claudine dans un appartement londonien qu'une de ses fans mettait à leur disposition. Et nous serions donc au même moment tous ensemble dans la capitale anglaise. Le bonheur. Bon, bonheur un peu atténué par une nouvelle traversée en mer, mais de courte durée cette fois. Et le plaisir de voir Flora, qui contrairement à sa maman avait sacrément le pied marin, rire aux éclats devant les vagues me fit oublier les remous de mon estomac. Bref, c'est donc une équipée en pleine forme composée de Claudine, Max, Marie-Antoinette, Flora et moi-même qui débarqua à Londres mi-décembre 1920 dans une ambiance magique que les lumières et les décorations scintillantes de Noël rendaient irréelle, d'autant plus que le brouillard qui, lui, ne connaissait pas la trêve des confiseurs, donnait un côté totalement féerique à la ville. Dès notre arrivée, Agatha Christie vint chercher Claudine, et à peine se furent-elles embrassées qu'elle commença à lui parler d'un projet de livre d'espionnage à 4 mains, et, oubliant quasiment de nous saluer, elle entraîna Claudine vers sa voiture comme si la machine à écrire les y attendait déjà. Lord Cavendish nous avait envoyé son chauffeur et nous montâmes dans une énorme Rolls-Royce où nous aurions pu tenir à 10 à l'arrière, avec un bar, des sièges en cuir d'un moelleux incroyable, des magazines et de délicieux biscuits au gingembre, bref, le rêve, y compris pour une petite fille d'1 an et demi qui venait de faire un long voyage. La maison de Lord et Lady Cavendish à Belgravia était à l'image de la voiture. Luxe, calme et volupté. Max et moi avions une chambre attenante à celle qu'occupaient Marie-Antoinette et Flora, et la décoration offrait ce qu'il y avait de plus douillet dans le style cosy anglais. Sans compter un bon feu de cheminée qui, par ce mois de décembre humide, dont l'Angleterre a le secret, nous réchauffait doucement et nous mettait dans une sorte de bien-être absolu, ce qui fit d'ailleurs s'endormir Flora immédiatement. Lord et Lady Cavendish étaient des hôtes adorables, à la fois d'une éducation parfaite, mais avec ce sens de l'humour que j'ai toujours adoré chez les Anglais et cette pointe d'excentricité qui a de tout temps été la marque de fabrique de ce peuple. Ainsi, Lady Cavendish s'occupait d'écologie avant l'heure, faisait ses yaourts elle-même, dormait volontiers avec ses chiens, une kyrielle de petits teckels espiègles, et faisait tous les matins sa gymnastique nue sur son balcon qui dominait Belgravia Square. Cela semblait n'affecter en rien son mari, qui ne pensait qu'aux chevaux et à la création de l'arbre généalogique de sa famille, qui remontait tout de même au Xe siècle, tout en sirotant un bon verre de whisky irlandais toutes les 3 heures. Nous étions conviés à la cour le surlendemain. Donc, le lendemain matin, Max et Lord Cavendish partirent tôt pour le domaine équestre situé à la campagne dans les environs de Londres, afin d'examiner les chevaux. Et Lady Cavendish, dans sa grande générosité, nous organisa de son côté une journée qui devait rendre heureuse à la fois une toute petite fille, sa nourrice et sa maman. Et elle y parvint. Puisque nous allâmes tout d'abord faire un tour sur les manèges de Hyde Park, puis nous assistâmes à un spectacle de marionnettes à Covent Garden, et ensuite nous prîmes le thé et de délicieux gâteaux chez Fortnum & Mason, et enfin nous terminâmes par un peu de shopping chez Harrods, en achetant à Flora une magnifique poupée au rayon des jouets qui ressemblait à un royaume enchanté. Le soir, nous retrouvâmes pour le dîner nos maris enthousiastes de leur journée et aussi volubiles que nous. Et enfin, tout le monde alla se coucher le sourire aux lèvres, prêt pour la grande soirée du lendemain. La journée passa à une allure folle, car vous imaginez bien que lorsqu'on est présenté au roi et à la reine, aucun détail de présentation ou d'étiquette ne doit être laissé au hasard. Lady Cavendish me montra comment faire la révérence et son mari nous expliqua comment s'adresser au monarque et à son épouse.
Ensuite, ce fut un défilé de coiffeurs, maquilleurs, couturières pour les retouches, gantiers afin que nos gants en satin épousent parfaitement la forme de nos bras. J'avais apporté de Paris une robe de chez Jeanne Lanvin en soie rose pâle ornée de pierres qui était divine, et Max, en grand habit, avait une folle allure. J'eus de surcroît une excellente nouvelle dans l'après-midi, car Claudine vint me dire qu'Agatha l'avait fait inviter aussi. Le roi voulait s'entretenir avec elle d'une mystérieuse affaire d'État. Allons bon, je sentais les neurones de Claudine déjà en surchauffe. Enfin, le soir venu, le moment tant attendu arriva, et la voiture nous déposa devant le palais de Buckingham, aussi illuminé que l'immense sapin de Noël placé dans le grand hall. On a beau dire, je crois qu'en toute jeune femme, je rappelle que je n'avais pas encore 21 ans, sommeille une petite fille et que l'envie de jouer à la princesse est toujours cachée quelque part au fond de notre mémoire, quoi qu'en disent les Amazones. Et c'est donc avec l'impression de rentrer dans un des livres de contes de fées que je lisais enfant, que je m'inclinai avec toute la grâce possible devant leur majesté, qui furent charmantes et me parlèrent immédiatement en français. Claudine et Agatha se trouvaient bien loin derrière dans la longue queue des invités, et comme je disposais d'un moment avant le dîner, je me dis qu'il était préférable d'aller faire un tour à la Powder Room, autrement dit l'endroit où les femmes se refont une beauté, afin de m'assurer d'être parfaite pour le dîner. Lady Cavendish m'indiqua gentiment le chemin, et je descendis le grand escalier pour prendre un couloir qui devait me mener au lieu dit. Peut-être n'avais-je pas bien compris, car je ne voyais rien qui ressemble à des toilettes. Et j'ouvris donc au hasard une porte, en même temps que quelqu'un de l'autre côté s'apprêtait à sortir de la pièce. Je fus donc poussée en arrière, et je tombai sur les fesses, me manquant de faire craquer ma jolie robe. J'étais furieuse, et après un bon juron en français, je m'apprêtais à dire à la personne qui venait de sortir qu'elle pourrait être moins brutale avec les portes. Mais en levant les yeux, je vis un kilt, et très vite, l'homme qui était dedans, qui se penchait pour me relever en disant dans un français approximatif « Pardon, madame, pas de mal ?» Tout à coup, nos yeux se croisèrent et là, je ne sais pas pourquoi, mon cœur s'arrêta de battre et visiblement le sien aussi. C'était insensé, j'aimais profondément Max, alors comment pouvais-je être troublée à ce point par cet homme ? Nous nous regardions sans pouvoir bouger ni parler, comme happés dans une autre dimension. Mais heureusement, un autre jeune homme en kilt cria du bout du couloir « Archie, move on, the dinner will start !» Vous l'avez compris, le destin venait de nous mettre face à face, Archibald et moi. Mais ce n'était que la première fois et il faudrait beaucoup, beaucoup de temps et d'événements pour qu'il arrête enfin de jouer avec nous. Je repris mes esprits, lissai ma robe et oubliai totalement de chercher les toilettes, car je compris qu'il fallait me dépêcher de rejoindre la salle à manger si je ne voulais pas être en retard pour le dîner le plus royal auquel j'ai jamais assisté. Max fut soulagé quand il me vit, et moi légèrement mal à l'aise car je ne comprenais toujours pas ce qui venait de m'arriver. Juste avant de passer à table, Claudine me prit à part et me dit qu'elle était en mission avec Agatha, car un groupe anti-monarchique prévoyait une action contre le roi, et la garde royale supposait qu'il y avait un traître parmi eux, sans toutefois savoir qui c'était. Cette garde royale était composée de ces fameux Welsh Guards en uniforme rouge, coiffés d'énormes chapeaux noirs en poil d'ours, reliquats de la bataille de Waterloo contre l'armée napoléonienne, durant laquelle les Anglais avaient pris aux soldats français l'idée de ces chapeaux impressionnants censés faire peur aux ennemis. Le roi, en plus de faire appel au service de Scotland Yard pour trouver le traître parmi ses gardes, avait aussi décidé d'utiliser une autre méthode et il avait mis 2 reines de l'enquête policière, Agatha et Claudine, sur le coup. Aux grandes dames des inspecteurs de Scotland Yard, bien entendu, mais enfin, on ne discute pas les ordres royaux. Claudine me dit qu'elle aurait peut-être besoin de moi après le dîner, car elle avait une idée pour découvrir le traître, mais elle avait besoin d'une complice. Allons bon, c'était reparti la chasse aux criminels, comme sur le paquebot. Mais enfin, avant cela, il y avait le dîner le plus incroyable que j'ai vu. On se rappelle de la table de 30 mètres chez Don Diego. Eh bien là, dans l'immense salle à manger, on ne voyait même pas le bout de la table lorsqu'on était assis. Max était placé à côté d'un jeune aviateur très prometteur, prénommé Charles Lindbergh, et ils entreprirent tout de suite une discussion passionnée sur les avions, car Max était fan de ce moyen de transport. Pour ma part, j'étais entre le fils d'un duc, nonchalant, snob et totalement inintéressant, et le génial auteur britannique Pelham Grenville Woodhouse, assez méconnu en France, mais que Max m'avait fait découvrir après l'un de ses séjours en Angleterre. Cet auteur humoristique fabuleux, qui écrivit plus de 90 romans, des pièces de théâtre, des comédies musicales ou des chansons, était l'un des esprits les plus drôles et les plus british qui puissent exister, avec un humour pince sans rire, qui permettait à ses personnages de se sortir des situations les plus rocambolesques, avec une élégance et un flegme irrésistibles. Je lui dis toute l'admiration que j'avais pour son œuvre et, ignorant complètement le jeune duc présomptueux, je passai un dîner de rêve où toutes les réparties de Woodhouse me faisaient rire au plus haut point et m'enchanter par leur côté politically incorrect qui semblait ne déranger nullement le couple royal.
Après le café, les invités pouvaient assister à un bal et il était convenu que je retrouve Claudine juste avant le début des danses pour lui servir à je ne sais quoi exactement. Je quittais la table pour aller rejoindre Max et lui dire que je devais voir Claudine un moment. Mais tout à coup, je me retrouvais à nouveau face à mon Écossais et là encore, une décharge électrique me secoua le corps si violemment qu'elle me coupa le souffle et à lui aussi. Mais c'était inexplicable, indépendamment de tout charme physique qui se dégageait de lui. C'était comme je l'ai dit précédemment, hors de tout. Ce fut Max qui, arrivant derrière moi, me fit reprendre contact avec la réalité. Il regarda un moment cet Écossais, figé devant sa femme, mais Dieu merci, ce dernier se ressaisit et me dit en ramassant mon châle qui était tombé « Je crois que c'est vôtre, madame ?» avec un accent épouvantablement charmant. Max m'entraîna vers la salle de bal et j'espérais de toutes mes forces qu'il n'avait pas senti mon trouble, que je ne parvenais toujours pas à comprendre, car Max m'attirait toujours autant et j'étais parfaitement heureuse dans ma vie de femme. Heureusement, nous tombâmes sur Claudine, qui lui demanda si elle pouvait me parler un moment, et comme Charles Lindbergh lui faisait des grands signes pour pouvoir continuer leur conversation, je fus soulagée de pouvoir penser à autre chose. Claudine me dit qu'Agatha et elle avaient des soupçons sur l'un des Welsh Quartz, qui avait un je ne sais quoi dans le regard, comme s'il épiait les faits et gestes du roi, alors que tous les autres se tenaient droits comme des i, l'œil fixant l'horizon. Les gardes se tenaient en bas de l'escalier d'honneur, par lequel devaient passer les invités une fois qu'ils avaient quitté la salle de bal. Le roi et la reine devaient se tenir en haut des marches pour saluer les invités de prestige comme certains monarques européens présents ce soir-là. L'idée de Claudine et d'Agatha était de démasquer le coupable devant leurs altesses, car elles étaient persuadées qu'il avait noté certaines choses sur les habitudes royales qui pourraient servir à une attaque éventuelle. Et Claudine avait une idée bien précise de l'endroit où ce garde pouvait cacher ses notes. Une fois que le roi et la reine furent en haut des marches, elle me demanda donc de descendre l'escalier et de faire semblant de tomber en me raccrochant au fameux garde, tout en essayant de le faire tomber aussi. Oh, Claudine, mais que me demandais-tu là ? J'allais me couvrir de ridicule devant tout le monde, et si le pauvre malheureux était innocent, lui risquait sa place. Mais quand Claudine voulait quelque chose, personne ne pouvait lui résister. J'entamai donc la descente de l'escalier royal, m'apprêtant à tomber sur les fesses pour la seconde fois de la soirée, et risquant cette fois-ci de faire réellement craquer la soie si fine de ma robe. Mais qu'est-ce qu'un bout de tissu quand il faut sauver la couronne d'Angleterre ? Parvenu devant le supposé coupable, je fais mine de me tordre la cheville et m'accrocher de toutes mes forces à sa jambe, le faisant basculer en arrière les 4 fers en l'air et son chapeau projeté loin de lui. En une seconde, Claudine et Agatha foncèrent sur le chapeau, tandis que l'inspecteur de Scotland Yard maîtrisait l'homme qui s'apprêtait à prendre la fuite. À l'intérieur du chapeau, on trouva une liste des obligations royales quotidiennes et des heures auxquelles elles avaient lieu, ainsi qu'un plan des appartements privés du roi et de la reine et des portes d'accès réservées au personnel du palais. Bref, de quoi venir assassiner le roi tranquillement dans son sommeil ou dans son bain. Ce fut l'une des très rares fois dans l'histoire de l'Angleterre où l'on trouva un traître parmi les gardes royaux. L'homme n'était guère courageux et il livra sans difficulté ses complices. Claudine et moi fûmes décorés de l'ordre du bain. Eh ben oui, ça existe, pour service rendu à la couronne anglaise. Je ne revis pas mon Écossais après mon acte de bravoure, et c'était bien mieux comme ça. Et nous repartîmes pour la France le surlendemain, car mes grands-parents, ma mère et tout le village nous attendaient pour fêter comme toujours un Noël de rêve au château. Oui, Archie. Oui, je m'en souviens comme si c'était hier. Oui, nous deux, c'était écrit. Et il en a fallu du temps. Mais on s'est bien rattrapés. Et je vous fais toujours le même effet. Vous aussi, Archie. Je dois dire que c'est dans les vieux pots qu'on fait le meilleur. Enfin bref, je vous laisse les amis car le devoir m'appelle, mais je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.